peuvent s'installer et nous rejoindre, puisque on m'a dit que j'allais monter au milieu. Si vous êtes bien là, très bien, installez-vous. Alors moi je vais me décaler. Alors, Monsieur le Ministre, je vais me permettre de faire un rapide résumé de la séquence précédente. Vous en avez entendu un petit bout. La région Nord-Pas-de-Calais et la CCI de région ont lancé la troisième révolution industrielle ici. Le but, trouver, on va dire, une nouvelle frontière de développement, autonomie énergétique, intelligence des réseaux, économie circulaire. Et ce que nous expliquaient les interventions de la FNAB, du GAPNOR de la FNAB à l'instant, c'est que pour eux, le bio est l'outil et le scénario qui va permettre la révolution de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire du système agroalimentaire dans son ensemble. Pourquoi cette nécessaire transition? Séverine Romanowski citait à l'instant une étude réalisée par le ministère de l'écologie pour le compte de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'on le voit, la poursuite des tendances actuelles du système agroalimentaire conduit à une non-durabilité, en tout cas à un certain nombre d'impasses, notamment en termes de qualité de la ressource en eau, ou en tout cas de son coût, enfin, c'est lié. Voilà. Et c'est cette étude-là qui a amené à se dire qu'il y a matière à mener une transition. L'objet de cette deuxième partie, c'est de voir que sur l'ensemble du territoire français, on va en entendre des témoignages dans un instant, cette transition est en marche, en tout cas le réseau FNAB en construit les modalités en partenariat avec les pouvoirs publics, avec les administrations déconcentrées de l'État et l'ensemble des parties prenantes dans les territoires. Et c'est ça que nous allons vous présenter ce matin avec, vous vous en doutez, un certain nombre de questions. Voilà, et on va commencer tout de suite avec Guillaume Rioux. Vous avez pris le micro, tout va bien. Vous êtes président d'Agrobio Poitou-Charentes et on va reparler tout de suite qualité de l'eau avec vous et des actions menées par la FNAB et les métropoles ainsi que les intercommunalités qui sont les territoires, les échelons décisifs pour agir sur la qualité de la ressource. Si je résume à grands traits, ça ressemble un peu au Nord-Pas-de-Calais, 35% des captages en Poitou-Charentes sont des captages du Grenelle, c'est-à-dire où les taux de pesticides et de produits d'origine agricole posent problème. Vous avez donc répondu à la demande de la région Poitou-Charentes et vous vous êtes attaqué à cette question. Vous allez nous présenter deux exemples, Rennes et Niort, où vous avez travaillé en lien avec les collectivités territoriales et la région pour vous attaquer à ce problème-là. Vous allez nous présenter les résultats obtenus, les facteurs de réussite et aussi les limites et les leviers qu'il faut activer pour, j'allais dire, même si le Poitou-Charentes n'est pas exactement une terre de rugby, mais bon, on en a partout, transformer l'essai. Effectivement, ces deux expériences régionales s'inscrivent plus largement dans un dispositif que nous appelons la FNAB, que nous avons initié en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en partenariat également avec le ministère de l'Écologie et du Développement durable, et puis tous les acteurs institutionnels du développement agricole de notre pays, un dispositif qui s'appelle le dispositif site pilote eau et bio. Donc, qu'est-ce que c'est le dispositif site pilote eau et bio? C'est réunir autour de la table tous les décideurs, et notamment et surtout des collectivités territoriales, qu'elles soient urbaines, qu'elles soient rurales et de toutes dimensions, et partout sur le territoire français. Et ce programme a démarré en 2010. Nous avions engagé à cette époque 12 sites pilotes eau et bio, dont 2 effectivement en région Poitou-Charentes. Aujourd'hui, nous allons passer à plutôt une vingtaine de sites pilotes eau et bio. Ce qui est remarquable, ce qui a fonctionné, c'est que nous avons réussi en l'espace de 5 ans, grâce à ce dispositif, le partenariat, j'insiste là-dessus, c'est essentiel, il faut que tout le monde soit autour de la table, y compris, je n'ai pas cité le réseau APCA, mais qui nous a rejoints dans ce dispositif. Nous avons réussi à passer de 0 à 6%, voire plus, et je l'illustrerai tout à l'heure par le bassin versant de la Courance dans la vallée de Niort, passer de 0 à 10% de la SAU en plus. Alors on va peut-être commencer par Rennes, qui a un nouveau candidat, Rennes Métropole, qui a voulu nous rejoindre avec, merci la Bretagne, avec une particularité, c'est que, et c'est quand même une particularité, à la fois c'est souvent le cas, les lieux de consommation d'eau ne sont pas les lieux de production. Et là, ils sont plutôt assez éloignés. On est sur un bassin de polyculture élevage.
Et la collectivité a voulu s'emparer de cette question de pollution diffuse agricole. Là, il y a des problèmes de pollution nitrate, des problèmes de pollution pesticides et de pollution organique. Et des dispositifs ont été mis en place, à commencer par la maîtrise foncière. Un accord a été passé avec la SAFER par exemple, où des échanges ont été possibles, également de l'acquisition foncière, et puis on peut parler aussi d'un autre axe important, c'est le développement de la restauration collective, où les territoires producteurs d'eau, mais aussi producteurs d'alimentation, ont introduit dans l'alimentation locale des cantines, les produits issus de ces territoires de production, et parallèlement, c'est pas anodin, une marque locale s'est mise en place, bio. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 3% de la surface agricole utile en bio sur ce territoire. Ils viennent de rentrer en dispositif en 2014, et on va voir ce que en seront les produits d'ici quelques années. En revanche, on a un lieu sur lequel on a un petit peu plus de recul, on est à 6 années maintenant, c'est la vallée de la Tourance qui alimente pour partie l'agglomération niortaise, dans le sud des Deux-Sèvres, où là, on a constaté qu'on a pu passer en l'espace de 6 ans de 0%, 0,5% de la surface agricole utile en bio, à plus de 10%, 10,2%. Alors quels sont les facteurs de réussite? C'est ça qu'il faut interroger finalement, pour pouvoir le dupliquer, parce que, je rappelle, ces sites, cette expérimentation site pilote et bio, le but est de comprendre le fonctionnement pour le répliquer ailleurs, pour faire la reconquête de la ressource. Les éléments nécessaires, incontournables. En premier lieu, il faut qu'il y ait effectivement des politiques publiques incitatives, volontaires, et ça a été le cas initié par la région Poitou-Charentes à travers le programme Ressources, et encore en partenariat avec les agences de l'eau. Nous sommes là sur un bassin Loire-Bretagne et à Tour-Garonne. Les syndicats d'eau qui sont pleinement impliqués, là on va redescendre petit à petit jusqu'à l'échelon très proximal des populations, mais d'autres collectivités que sont les conseils départementaux, les chambres d'agriculture encore une fois, et l'animation de la bio conférée à notre réseau SNAB en région. Donc politique incitative forte, premier point. Deuxième point, il faut absolument qu'il y ait la présence d'acteurs économiques. Ça c'est incontournable, nous sommes là sur un secteur de grande culture, et toutes les coopératives locales, qu'elles soient bio à 100% ou conventionnelles, se sont mis à faire de la bio, donc il n'y a pas de problème de débouché pour nos produits. Et puis le troisième élément, qui est là peut-être un petit peu plus difficile à maîtriser, pour autant absolument nécessaire, c'est la volonté humaine, alors de certains agriculteurs qui ont pris le leadership sur le développement de la bio, mais aussi des acteurs publics qui ont manifesté la volonté de développer ce segment d'activité. Voilà. Alors, bon, on est passé donc de 0 à 10%. Pour autant, et on l'a vu tout à l'heure dans la première intervention, qu'est-ce que nous dit la science? Elle nous dit que pour faire une reconquête plus avancée, plus efficiente, 10% ça ne suffit pas. Il faut passer à 20% et plus. L'IRSTEA nous dit, le CNRS nous dit, voilà. On a ces modèles qui sont pour l'instant des modèles théoriques, parce que nous n'avons pas réussi à démontrer qu'on peut faire du 20% de bio sur une zone en géo, mais on va y arriver, et ça m'amène droit à la question. Depuis 48 heures, on s'interroge en fait sur l'impact de la réforme territoriale, monsieur le ministre, que vous avez retravaillé, repris, et quel sera l'impact de cette réforme sur le développement de l'agriculture biologique, sur l'activité de nos réseaux. Et quand on dit qu'il faut passer à 20% de façon expérimentale sur certains territoires, à Anjou notamment, nous nous posons la question de savoir s'il serait possible, à travers Ecofito, du programme Ecofito dont vous avez l'autorité de gestion, s'il serait possible d'inclure les sites pilotes et que vous puissiez porter de façon souveraine, efficace, volontariste, là encore, le dispositif site pilote financé par le programme Ecofito, parce que, monsieur le ministre, ça vous paraît entendable, possible et salutaire. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, il va y avoir 3 questions, comme vous l'avez compris, c'est de les entendre, et puis vous aurez le temps d'y répondre. Alors peut-être qu'on ait le temps de prendre quelques questions dans la salle, et puis que, respectivement tous les deux, vous ne clôturiez cette matinée de travail. On va passer à Ludovic Desbrus. Vous êtes, je trouve ça
sympa, castelliculteur en Nord-Ardèche, c'est-à-dire que vous êtes dans la production et la transformation de châtaignes. Vous allez nous présenter deux exemples concrets de ces leviers de la transition qu'on évoquait tout à l'heure, deux leviers imaginés et mis en œuvre au niveau régional et qui mériterait, c'est votre avis, d'être répliqué. Un, sur le champ de la production, le pôle de conversion, et ses spécificités en Rhône-Alpes. Deux, l'opération sur le champ de la consommation, manger bio local en entreprise, comment là vous avez obtenu des résultats. Et puis la question derrière, c'est comment est-ce qu'on essaie, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut, et comment, à votre avis, il faudrait le faire. C'est à vous, pour 7 minutes, l'exercice. Bonjour Monsieur le Ministre. Donc effectivement, je vais vous présenter deux programmes que l'on a mis en application en Rhône-Alpes, qui s'inscrivent complètement dans le programme Ambition Bio. Donc le premier dans l'axe 1, production, qui concerne la mise en place d'un pôle conversion. Et le deuxième dans l'axe 4, la consommation, que l'on verra dans un deuxième temps. Pour ce qui est du pôle conversion, donc, on a pu mettre autour de la table, grâce à la participation des services de l'État, de la région, notamment, les acteurs principaux du développement de l'agriculture biologique en Rhône-Alpes. Donc notre réseau, Corabio en l'occurrence, qui est le partenaire du réseau FNAB en Rhône-Alpes, la Chambre d'agriculture régionale, COP de France, et tout ce qui concerne l'enseignement agricole, notamment les services régionaux pour la formation et le développement. Voilà, donc je ne vais pas détailler l'ensemble des mesures qui ont été mises en application, mais plus m'attarder sur deux actions phares. Donc la co-rédaction de notre réseau avec le réseau de Chambre d'agriculture d'un document qui s'appelle le tiroir bio, qui est diffusé à 22 000 exemplaires en direction des agriculteurs principalement conventionnels, donc pour qu'ils aient, des éléments techniques sur l'agriculture biologique, puissent se positionner par rapport à leurs propres pratiques et à les évolutions qu'ils auront à faire pour accéder à l'agriculture biologique. Donc principalement des éléments techniques et sous la forme de reportages auprès d'acteurs, au niveau de la recherche dans l'agriculture biologique et concernant donc des articles de fond sur certaines filières. Voilà, donc ça c'est un document qui est destiné aux agriculteurs par la voie des journaux agricoles départementaux, principalement. C'est bien sûr envoyé à tout ce qui concerne l'enseignement agricole et évidemment aussi tous les porteurs de projets qui ont été repérés dans la région. Ce qu'on peut peut-être préciser là, ou souligner, c'est l'aspect de travail de concert, de travail en partenariat avec le réseau FNAB, le réseau des chambres d'agriculture, qui n'est pas si fréquent et qui porte ses fruits. Tout à fait. Donc effectivement, ce n'est pas toujours facile de travailler avec nos homologues, mais c'est absolument nécessaire. Et donc on arrive à un résultat qui est très équilibré, puisque les deux parties participent activement et que ce sont des articles qui sont portés par les deux structures. Et on ne le détaille pas, vous l'avez dit, mais ce pôle de conversion est en train de mettre en place une sorte de guichet unique sur les questions de conversion, mais ça produit, au-delà de ce que vous avez souligné comme dispositif d'information, de coordination, des effets très concrets. Le deuxième point dont vous vouliez nous parler, c'est sur le champ de la consommation. Juste, je voulais parler d'une deuxième action de... Moi je regarde la pendule, vous regardez votre contenu, mais allez-y. C'était aussi l'organisation d'une quinzaine de labos qui se faisait tous les 15, en octobre, sur 15 jours, donc, et qui touchait, on provoque 50 événements pareillement co-organisés, donc, qui peuvent être sur des fermes bio exemplaires qui font partie de notre réseau de fermes de démonstration, comme dans des coopératives qui sont engagées dans le bio, et aussi auprès des lycées agricoles qui eux-mêmes sont plusieurs à être passés en agriculture biologique. Voilà. Ça marche. On arrive donc à manger bio local en entreprise. C'est quoi ça démarre? Alors, ça produit quoi? Ça c'est un projet innovant initié par Corabio en direction de la restauration collective, sur le constat que ça fait une dizaine d'années que l'on travaille sur le thème de la restauration collective, notamment en restauration scolaire, mais que ce n'est pas très facile de structurer l'approvisionnement
auprès de la production locale, du fait d'un marché assez diffus. Et, voilà. Donc, on a pensé se tourner vers les acteurs privés qui, eux, peuvent représenter très vite des volumes. Donc, en fait, la cible d'un projet, c'est d'abord les 17... ce sont... Non, pour l'instant, on est arrivé à 17, mais ce sont les plus grosses entreprises de Rhône-Alpes qui ont des services de restauration quotidiens qui sont aux environs de 1000 repas jour. Et donc, tout de suite, on arrive à faire un volume assez conséquent de demandes en produits bio. Et donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est la mise en relation d'acteurs qui ne sont pas très habituels dans notre façon de travailler, qui ont un univers assez différent. Et donc, c'est les grosses entreprises, c'est toutes les sociétés de restauration collective, style Elior, Sodexo, que l'on met en commun, que l'on fait réfléchir ensemble comment être plus efficace pour introduire ce qui est l'objectif de ce plan, l'introduction de 20% de produits bio au bout de 3 ans. 3 ans de programme qui est accompagné également par les services d'État à la région. Et aujourd'hui, en termes de résultats? Ben, le résultat, c'est que les entreprises qui ont franchi les 3 ans, parce que là on est à la 4e année, la plupart sont aux 20%, ont même parfois dépassé, et sont extrêmement enthousiastes pour continuer. Donc, il y a quelques entreprises qui sortent du dispositif accompagné, mais qui ont besoin d'avoir encore l'accompagnement que l'on a fait, c'est-à-dire auprès des donneurs d'ordre, auprès des sociétés de restauration collective, auprès des cuisines, auprès des convives, tout ça pour qu'il y ait une émulation et que ça fonctionne. Donc en gros, c'est 20 000 familles qui sont touchées, donc, qui ont une offre, une proposition de produits bio dans les cantines des entreprises. 20 000 familles, ça représente, donc là on est en 2014, 14 entreprises, un chiffre d'affaires de 650 000 euros de produits bio, dont 80% sont d'origine des producteurs de Rhône-Alpes. 80% des produits bio viennent bien, donc c'est vraiment un travail sur la relocalisation des produits bio, pas juste produits bio d'entreprise. Voilà. Et donc tout ça pour conforter la structuration de l'offre de manière à venir plus fort sur la restauration administrative sur laquelle on a un petit peu de mal à entrer, de revenir sur toutes les formes de restauration collective sur lesquelles on peut aller. Ce que vous tirez comme enseignement de cela, c'est reproductible ailleurs en Rhône-Alpes et à quelles conditions? Ah ben, nous, on voit que c'est une dynamique qui est très forte, quoi, qui profite non seulement aux producteurs, même si c'est peut-être notre premier objectif, mais qui donc, profite aux producteurs, mais ça crée aussi des rapports différents entre les sociétés de restauration et les donneurs d'ordre. Parce qu'ils sont puissants, et donc les sociétés de restauration collective sont obligées de s'adapter et en fait d'aller vers cette demande de produits bio locaux. Et donc s'organisent et se structurent pour ça. Et donc, puisque Monsieur le Ministre a fait l'amabilité d'être là, qu'est-ce que vous attendez de l'État pour reproduire ce type d'événement? Eh bien nous, cette année, donc, le 16 juin, il y aura un colloque national pour justement déployer, parce qu'il y a une attente profonde des régions, d'autres régions qui nous sollicitent, nous disant mais comment vous avez fait pour certaines choses, pour mettre ça en route. Donc un colloque national le 16 juin qui se tiendra dans la grande salle de délibération de la région Rhône-Alpes, dans laquelle je suis invité bien sûr. Et où seront tous les représentants des grandes sociétés, il y aura des témoignages donc, des entreprises, et on va pouvoir voir comment on peut mettre en place justement cette stimulation qui fait qu'on a à la fois un travail sur la relocalisation, mais aussi une approche pour tous les acteurs qui n'est pas uniquement sur l'économie, remporter le marché, mais aussi voilà, une alimentation de qualité. Merci. Donc la question qu'on vote, précisément, c'est, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pensez sur ces deux points, c'est-à-dire le pôle conversion
et le déploiement dans toutes les régions de ce programme-là. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir l'appuyer, et comme ça a été fait en Rhône-Alpes, que les DRAF nous soutiennent, et un appui aussi financier bien sûr, dans toutes les régions qui voudront adopter cela, pour cette mise en place qui donne des résultats très concrets, une structuration attendue. Merci. Voici une deuxième question, et c'est Irène Carrasco qui va proposer la troisième. Je précise que vous êtes... On va parler avec vous, on a parlé d'accès au bio en entreprise, on va parler maintenant d'accès, on va dire, solidaire au bio pour que les familles, y compris qui ont un pouvoir d'achat moindre, puissent y accéder. La FNAP mène un certain nombre d'actions, en partenariat avec les collectivités les plus proches, les plus au contact de la population, les communes, les départements. Deux exemples, les bio-cabas accessibles dans le Nord et les familles à alimentation positive en Rhône-Alpes. Et question qui vous amène, là encore, hein, comme on vient de l'évoquer, à poser la condition pour que ça bénéficie au territoire comme aux familles, que ce bio soit local, mais je vous laisse la parole. Bonjour Monsieur le Ministre. En aparté, je pense que vous connaissez bien la production de pruneaux d'Agen, puisque vous allez négocier une enveloppe financière assez importante. Merci de saluer. Et donc, pour information, il y a 10% de producteurs bio sur le pruneau d'Agen, et avec un groupe bio donc, dans l'interprofession. Ce qui est aussi à souligner, parce que c'est quand même un long combat. Donc on va revenir au sujet qui nous intéresse maintenant. Donc on a parlé des produits bio en entreprise. Donc moi je vais vous parler des produits bio accessibles pour tous. Donc les produits bio accessibles pour tous, c'est déjà bien inscrit dans le plan national d'alimentation. Et c'est inscrit aussi au niveau du plan Ambition Bio, puisque l'accessibilité pour les produits bio doit être accessible à toute la population. Donc, avant, je voudrais insister sur le fait que de nourrir la population, c'est l'acte fondamental et que ça doit être fait avec une nourriture saine. Donc, on sait bien que les inégalités nutritionnelles engendrent des inégalités de santé. Donc, les deux exemples que je vais vous présenter, il y en a un qui est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, c'est la distribution de bio-cabas accessibles à des familles défavorisées et qui peuvent donc bénéficier de paniers de fruits et légumes à un tarif préférentiel, évidemment, et c'est financé par les collectivités territoriales. Le deuxième exemple, c'est donc l'accessibilité à des familles d'augmenter leurs produits bio avec un budget constant, voilà, au fur et à mesure. Et donc là, ça peut toucher des familles en difficulté, mais ça touche aussi toutes les couches de la population. Il est certain que pour mettre ces actions en place, il y a besoin d'un accompagnement, un fort accompagnement, et donc avec des actes fondamentaux, c'est-à-dire il faut prendre en compte la saisonnalité des produits. Voilà, il ne faut pas manger des tomates au mois de décembre. Il faut prendre en compte aussi, il faut cuisiner soi-même, voilà, plus acheter des plats tout préparés. Et donc les familles ont besoin d'accompagnement pour changer leurs habitudes alimentaires. Et ça, c'est ce qui est fondamental. Donc, toutes ces actions, en fait, ça crée du lien social. Ça permet aussi aux familles défavorisées d'avoir une meilleure image de soi. Et c'est positif. Donc, pour rappeler, pour les bio-cabas, il y a eu 1900 paniers de distribués en 2014. Et donc, au niveau de l'alimentation pour les familles, progression des produits bio, ça a touché 160 familles. Alors sur quoi vous voulez insister aussi, c'est d'insister que ce bio-là il soit d'origine locale, donc ça bénéficie effectivement aux familles, oui, mais aussi au territoire. Oui. Alors donc j'insisterai bien sur le bio et le local. Donc on sait bien que de toute façon le local, c'est de la création d'emplois, c'est des emplois non délocalisables, donc 4%, mais monsieur le ministre, vous devez bien le savoir, 4% de surface bio, mais 7% d'emplois.
ça crée du lien social. Il y a aussi beaucoup de formation parce qu'il y a des changements de pratiques. Et puis, il y a de la responsabilité aussi au niveau de tous les acteurs. Donc, aujourd'hui, oui, je pensais que vous alliez me poser une question. Non, non, Donc, aujourd'hui, le bio est local. Alors, non, vous aviez une question, c'est autour du bio et du local, comment on fait pour garantir cette chose-là? oui, alors en fait, ma question pour monsieur le ministre, ma question en fait c'était, parce que je suis assez inquiète sur, on parle toujours de local, mais on parle moins de bio et local. Donc ma question est, monsieur le ministre, pouvez-vous dire clairement dans vos discours que le bio et local, c'est l'idéal? Nous avons préparé le suivant. Je vais vous donner le micro, 3 questions. Donc la question de est-ce que le programme Eau et Bio est éligible à Ecovito? Est-ce que les drafts des autres régions peuvent faire leur miel de ce qui a été fait avec succès en Rhône-Alpes avec l'accompagnement de l'État? Peut-être je vais vous passer le mien. Non, c'est pas grave, ça va. Bon. Et enfin, slogan pas slogan, comment on garantit, comment on travaille la question pour que le bio soit effectivement local et bénéficie au territoire. On se donne un petit quart d'heure pour répondre à ces questions-là, éventuellement prendre une ou deux questions de la salle, et puis il sera l'heure que l'un et l'autre vous concluiez cette matinée de travail. Bon, donc je garde la conclusion générale alors, hein, je réponds aux questions. La première question sur les développements des stratégies qui visent à préserver des zones de captage, des zones d'eau, et en particulier sur le périurbain et l'urbain, hein, parce que j'ai bien compris que c'était ça, et la question des conflicts. Moi je suis prêt à regarder et à soutenir ces démarches lorsqu'elles sont engagées avec des collectivités locales. Je suis prêt aussi à faire en sorte que dans le cadre de groupements d'intérêt économique et environnementaux, bio et eau, on ait des contrats qui nous permettent de développer des stratégies de protection du captage. Ça peut aller avec Ecovito, mais Ecovito, c'est surtout globalement d'arriver à faire baisser la consommation phyto sur l'ensemble du territoire français. Mais on peut avoir une action spécifique au travers de groupements d'intérêt économique et environnementaux sur ces stratégies localisées de protection de l'eau au travers de la bio, et en particulier lorsque les collectivités locales s'y intéressent, un groupement d'intérêt économique et environnemental permet de contractualiser et donc de financer, ce qui est souvent le plus important, l'animateur qui est capable de piloter le dispositif. Parce que c'est ça dont on a besoin. C'est pas toujours, je disais à Stéphanie, toujours monsieur le ministre, alors combien vous me donnez d'aide pour faire? Non, il y a un moment où aussi de temps en temps, c'est surtout l'organisation qui compte. Et ça peut être financé. Et en particulier, les collectivités locales peuvent être très intéressées. Ensuite, sur la question de l'Ardèche et ce qui a été développé, c'est ça, hein? Rhône-Alpes, au niveau Rhône-Alpes, est-ce que ça peut se diffuser? Par définition, c'est tout l'enjeu du plan Ambition Bio. C'est je produis, je transforme, je commercialise. Et j'essaie de structurer l'ensemble. Il n'y aurait rien de pire que de laisser croire qu'en développant la production bio, je vais avoir une ambition pour la bio. Parce que si au bout du compte ça conduit à banaliser la bio et à faire baisser le prix de la bio, à ce moment-là, c'est toute la filière qui paiera. Et c'est les producteurs qui ne s'y retrouveront pas. Donc ça passe par des démarches, j'ai toujours dit, sur le plan ambition bio, c'était la stratégie qu'on a fixée. C'est j'ai un objectif, je construis un débouché, et ce qui est intéressant dans les trois, et je vais revenir sur le philo d'Agen, bien sûr, c'est qu'on est dans une énergie de diffusion, c'est-à-dire une énergie positive, qui n'est pas simplement contre quelque chose, mais qui est pour aller à la rencontre. Vous l'avez tous dit, on a pris contact avec les COP, les chambres et les collectivités. C'est très important, ou même les grands acheteurs de produits pour les cantines. Hein. C'est ça. Oui, la restauration collective. Quand vous parlez de Sodexo, vous imaginez un peu ce que ça représente. Ben, vous l'avez fait, parce qu'il y a des stratégies. Parce que si on veut valoriser la bio, il faut qu'on ait une construction stratégique. C'est pas simplement je produis, puis après, je connais ça, hein. Tout à l'heure, quand j'ai rencontré sur la question de production porcine, je connais l'histoire de je produis, puis après on verra. Et puis à un moment, ouais, mais je produis, puis je vends pas. Ah oui. Donc ça, c'est un sujet majeur. Donc moi, je suis pour toutes ces stratégies.
et sur la région rurale, et dans les régions, alors ça se fait, hein, ça commence à se développer dans les pays noirs aussi, on peut avoir sur des types d'organisation et de structuration comme celle-là, des démarches qu'on peut nous aider à diffuser et à soutenir partout, bien sûr, et surtout dans les grandes zones où il y a beaucoup de débouchés, beaucoup de demandes. Et pour répondre à le bio, c'est local et c'est idéal, c'est un très beau slogan, c'est vrai, le bio, c'est local et c'est idéal, puisqu'on est avec un objectif à la fois territorial, un objectif de production de qualité, et puis avec, en termes de qualité, j'y ajoute les points essentiels sur l'herbicide pesticides. Le cas du pruneau que j'ai soutenu, parce que c'est aussi local, c'est pas tout en bio, vous l'avez dit. Non, mais il y a 10%. Ben oui, 10%, c'est bien, mais j'ai soutenu la production du pruneau d'Agen parce que ça fait partie des stratégies territoriales et de produits de qualité. Et plus il y aura de pourcentage de production de pruneaux en bio, mieux ça sera. Donc moi je suis d'accord sur cette stratégie. Et dans ce qu'on a fait sur l'achat local, on a diffusé à toutes les communes les conditions dans lesquelles on pouvait acheter local sans avoir à nous dire et nous renvoyer à la figure le code des marchés publics. C'est pas vrai, c'est tout à fait possible. Pour ce qui est des collectivités publiques. Après, sur le privé, c'est des démarches, des démarches de diffusion avec de la négociation de caractère commercial. Mais bien sûr que c'est local et que c'est idéal. Il faut simplement se mettre en ordre de bataille. Et dans l'objectif qu'on a de 40% de produits de qualité, il faut qu'on atteigne partout l'objectif de 20% de produits bio. Et bon, j'y reviendrai sur les films après, et sur les systèmes territorialisés, localisés, et puis les mises en réseau. Mais bien sûr que ça fonctionne. Et moi, je n'ai pas de problème pour dire bio, local et idéal. Oui, ça ne me dérange pas. Parfait. Si je peux me permettre, Monsieur le Ministre, un petit complément par rapport au pôle conversion. Parce qu'effectivement, c'est très bien. On voit que c'est un levier pour aller à la rencontre des agriculteurs conventionnels. Et nous, au réseau bio que nous adressons, qui nous connaissons bien entre bio, quelque part, c'est pas forcément très facile d'avoir accès. Et c'est pour ça, le fait que le pôle permette cette réunion des structures est super important. Mais il y a souvent, et dans un bon nombre de régions, si ça ne fonctionne pas, c'est que justement, c'est pas si simple. Et tout le monde n'a pas pu arriver à un consensus comme à Rhône-Alpes ou en Poitou-Charentes également, où ça fonctionne. Donc là, je pense que c'est pas qu'une question financière, c'est une question aussi de demander au DRAF, dans chaque région, qu'il fasse en sorte que tout le monde se mette autour de la table, effectivement, pour aller à la rencontre des agriculteurs conventionnels, parce que nous, on n'a rien contre les agriculteurs conventionnels, ce sont les futurs de demain. Il faut juste leur expliquer que c'est pas si, ça fait pas si mal, c'est pas si compliqué, mais il faut déjà pouvoir avoir des portes d'entrée. Très rapidement, Monsieur le Ministre, en fait, je ne suis pas allé au bout de ma pensée tout à l'heure et de notre pensée dans le réseau FNAB. Sur les 48 heures qui viennent de se passer, nous interrogeons à travers la réforme territoriale sur le rôle de l'État, parce que tout délégué aux collectivités, ou tout partiellement, enfin délégué aux collectivités dans le cadre de la loi de décentralisation, c'est très bien, mais ça nous questionne sur le rôle de l'État, et plus particulièrement en agriculture, sur le rôle de votre ministère, et des indications, et du fléchage, et avec Ambition Bio, il y a quelque chose, à travers agroécologie, il se dessine des choses, mais le rôle de l'État, qui est un rôle central dans le développement agricole, ça nous interroge beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire globalement sur l'efficience de l'État demain, dans le cadre de cette réforme? Ça nous paraît essentiel. Venant d'agriculteurs bio et de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, de dire que c'est de l'État que doit venir l'essentiel des impulsions, est un sujet d'interrogation. Je vous le dis franchement. Moi, je crois que l'État peut accompagner, mais dans tout ce que vous avez dit, en plus, si vous faites la promotion des stratégies risking, par définition, ce sont des stratégies décentralisées. Donc, il faudrait que vous caliez sur la ligne qui est la vôtre. C'est le premier point, et c'est la première question que je vous pose, parce que vous me posez des questions, moi aussi je peux vous en poser des questions, et je vous pose celle-là. Comment vous gérez cette petite contradiction, me semble-t-il, entre le début du débat et ce que vous venez de me poser comme question? Qu'est-ce qui fait l'État? Par contre, oui, on a des stratégies, des aides spécifiques, on gère la PAC, ce qui n'est pas rien,
Et on a mis en place des plans. Oui, on doit avoir une impulsion. Oui, on doit donner une vision. Oui, on doit avoir une stratégie de moyen et de long terme. Ça, l'État a une responsabilité. En même temps, parce que c'est des stratégies de moyen et de long terme, ça ne peut pas être non plus conçu comme des politiques qui vont faire prendre des virages, parce que je connais des débats extrêmement rapides à un corps social dont vous savez que quand vous le bougez et que vous le secouez un peu trop, vous êtes sûr de réussir une seule chose, c'est de tout bloquer. Donc de toute façon, vous ne réussirez rien. Donc quand on fait le projet sur l'agroécologie, quand on a cette stratégie de moyen et de long terme, on part de l'enseignement agricole, on va donner des indications et des impulsions à la recherche, on va mettre en place le plan Ambition Bio, on va structurer l'éco-phyto, on négocie la PAC avec une idée qui correspond à ce que l'on veut faire comme stratégie de moyen et de long terme, c'est le verdissement, parce que je rappelle, même si on peut le considérer comme insuffisant, vous ne pouvez pas savoir quand je suis arrivé à quel niveau on en était de verdissement. On a fait le choix aussi des organisations collectives au travers des GAEC, parce que je pense que ça c'est un choix de garder des hommes et des femmes dans l'agriculture, à un moment où, vous savez, les débats ils sont souvent sur la table, et ici en particulier, pas ici mais en Picardie, sur les grandes fermes et sur l'industrie agricole, qui pourrait l'être aujourd'hui. Effectivement, il y a un risque. Comment on le conjure? On conjure avec des stratégies. Donc l'État, il est à la fois là pour fixer les objectifs de moyen et long terme. C'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Il doit mettre en cohérence ses choix politiques et les mesures qu'il met en œuvre pour ses stratégies. C'est ce que je viens d'évoquer. Mais après, je pense aussi, pour être parfaitement dans la ligne qui est la vôtre, la territorialisation de l'action, la territorialisation des énergies, c'est un élément essentiel aussi des capacités qu'on a ensuite à créer des réseaux, à organiser des territoires, à faire des choses qui fonctionnent, qui peuvent être diffusées. Donc là, l'État a sa responsabilité. C'est là où ça fonctionne. C'est un exemple. Je dois pouvoir le diffuser. Ça fait partie de la stratégie de l'État. Mais de dire que c'est à l'État de faire à votre place, non. Ça, je crois que c'est... Il ne faut pas résoudre ça. Ça serait le pire, d'ailleurs. Non, mais j'ai bien compris. Et de dire, la réforme territoriale fait, alors où est-ce que va être l'État? Il doit rester, c'est ce que je viens de dire, là où il est, et là où je pense qu'on l'a mis, nous, avec une loi, avec des objectifs, avec des cadres, je pense au Fonds d'intérêt économique et environnementaux, avec un appui à chaque fois, avec lorsqu'il y a des moyens, on les oriente et on les met en œuvre, et puis avec une connexion et une relation extrêmement forte avec des acteurs du terrain qui sont dans cette action de développement au niveau local. C'est ça l'enjeu. D'ailleurs, le développement agricole a été une des conditions des bouleversements de l'agriculture. Le développement des nouvelles stratégies agricoles, c'est une question de développement. Et là, c'est le local et l'État qui doivent être en collaboration pour le réussir. Alors vous évoquiez les territoires, les collectivités territoriales. Je promets que ce n'est pas calculé à l'avance, mais on a le temps de prendre une question ou une intervention. C'est celle de Jean-Louis Robillard, vice-président du Conseil régional, en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Bien, Monsieur le Ministre, vous savez combien les régions sont mobilisées sur la question de faire que l'agriculture biologique soit présente dans tous les territoires. La région Nord-Pas-de-Calais, avec la Picardie, aujourd'hui, nous sommes la dernière et l'avant-dernière région en termes de surface agricole en agriculture biologique, et donc nous prenons le taureau par les cornes pour faire que l'agriculture biologique soit beaucoup plus présente en région Nord-Pas-de-Calais. Sauf que nous avons besoin, et vous le savez, on vous a interpellé dans le cadre du comité État-Région sur cette question-là, nous avons besoin, avec l'autorité de gestion que nous sommes aujourd'hui du deuxième pays de la PAC, nous avons besoin, je dirais pour une région comme la nôtre, de la plus grande subsidiarité quant au montant des aides, quant à la question du plafonnement, quant à la question de dire il faut que dans une région comme ici, nous puissions aider au maximum les agriculteurs qui aujourd'hui sont prêts à s'engager dans l'agriculture biologique. Donc on vous a sollicité pour qu'il y ait un groupe de travail entre l'Association des régions de France et vous-même et la Commission éventuellement pour que effectivement les régions puissent jouer toutes leurs cartes et leur espace de liberté sur l'aide au développement de l'agriculture biologique. Nous, on en a besoin aujourd'hui, et notamment dans une zone où l'agriculture est très intensive, où le différentiel de production dans le démarrage est important, et où les agriculteurs sont prêts à y aller, mais ils ont besoin de ce coup de pouce maximum au démarrage pour pouvoir faire qu'en région Nord-Pas-de-Calais et en Picardie,
l'agriculture biologique soit une réalité beaucoup plus conséquente, Monsieur le Ministre. Merci. Je fais une conclusion rapide, mais je vais essayer de répondre. Oui, bien sûr qu'il faut qu'on ait cet accord. On l'a, cet accord. La subsidiarité qui vous a été donnée sur le deuxième pilier, elle est faite pour ça. Alors après, quel est le problème? C'est que quand on est en PACA et que j'ai 17% de surface en bio sur la surface agricole, et en Picardie où je suis à 0,5% de surface agricole en bio par rapport à la surface agricole utile, et en Nord-Pas-de-Calais, combien 0,9, pas 1%. Je ne voulais pas dire une bêtise, donc 0,9. On doit avoir des stratégies différentes. Donc là, l'enjeu de la conversion, il est essentiel. Donc dans la stratégie que vous devez mettre en place, vous êtes prêt, cette discussion, on va l'avoir sur le... On peut l'avoir, on peut se caler ensemble, mais il faut qu'il y ait cette subsidiarité, parce que c'est vrai que les problèmes ne se posent pas de la même manière. Et c'est là que l'État, s'il règle tout de la même manière, sauf que sur un sujet, là, parce que la décentralisation du deuxième pilier, ça a été un choix, c'est vrai que dans une stratégie globale de doublement des surfaces, quand je répète, PACA 17 ou 18% de surface agricole, 15, mince, je vais me faire attraper par la patrouille, 15, voilà, donc on est très haut, doubler, ça veut dire passer à 30. Et quand à côté vous avez la Picardie qui est à 0,5, le doublement, il faudrait qu'on l'organise quand même un peu plus, mais la subsidiarité doit vous donner les moyens d'agir là-dedans. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce que c'est les grandes régions céréalières qui, aujourd'hui, se sont peu converties à la bio, et pourtant, on le sait, on a un besoin au niveau des céréales bio, pour faire du pain meilleur, qui est important. Donc le problème du débouché, il ne se pose pas. On sait qu'on a le débouché. Donc là, il faut que vous ayez une action. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit à nos côtés, mais la subsidiarité qui a été donnée au travers de l'utilisation du deuxième pilier comme autorité de gestion, c'est justement là qu'il faut la mettre en œuvre. Et là où vous n'avez pas de... Il n'y a pas beaucoup de surface, c'est pas la question du rapport entre la conversion et le maintien qui se pose, c'est le paquet qui doit être mis sur la conversion. Et le maintien? Oui, mais quand on est à 0,5 ou 0,9 en Pas-de-Calais et en Picardie, la question du maintien ne se pose pas de la même manière que quand je l'ai dit, on est en PACA, quand on est à 6% ou 7% en Poitou-Charentes ou ailleurs. Et pour la question du maintien, là je vais être très clair avec vous. Moi je veux tout à fait maintenir des primes qui permettent d'assurer le maintien. Pas de problème. Sur le plafonnement, tout à fait d'accord. Donc on a pris notre responsabilité, vous pouvez plafonner les aides. Donc en plus là-dessus, il y a capacité à discuter et à négocier. Moins d'hectares primés, c'est des aides spécifiques et plafonnées. Ou la dégressivité. Ou la dégressivité. Choix à faire. Voilà. Choix à faire. Moi j'ai toujours été partisan plutôt de la dégressivité. C'est ce que j'ai fait avec les premiers hectares. Mais si vous voulez plafonner, le débat que j'entends souvent à la gauche du syndicalisme agricole, plafonner, c'est possible. C'est pas long, ça. C'est pas long. Je croyais pourtant que toi en particulier, plafonner. Mais dans le maintien, je le dis quand même, il y a des disponibilités au travers de mesures environnementales qui sont largement aussi rémunératrices en termes d'aide. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Enfin quand même, parce que moi je veux bien qu'il faut à chaque fois, parce que c'est comme ça, je suis l'agriculture biologique, donc ça doit être des aides spécifiques au maintien, et puis je n'utilise pas les MAE, parce que les MAE c'est pour les autres. Non, mais attendez, l'agriculture biologique, elle porte par son activité des activités positives qu'on connaît bien. Ça mérite d'être reconnu, quel que soit le problème. Donc moi sur ce sujet, c'est des discussions que je les connais par cœur, mais conversion, là où il faut mettre le paquet, parce qu'on a besoin de développer de la surface, et ça doit être fait avec l'objectif qu'on doit se mettre en œuvre là, ici, sur Nord-Pas-de-Calais et Picardie en particulier, et sur la question des céréales. Et puis sur la question du maintien, oui, le maintien, le plafonnement ou la dégressivité, et en même temps, le fait que les MAE sont disponibles et qu'on peut les utiliser. Parce que l'objectif, c'est accroître la surface, maintenir celle qui existe, et permettre aux producteurs d'être des agriculteurs qui sont à la fois confiants pour l'avenir et rassurés sur leur soutien. Parce que c'est ça l'objectif. On n'est pas là en train de débattre simplement du système ou du niveau de l'aide. Biodurable. C'est que ça fonctionne. On peut appeler ça biodurable. Merci. Alors on sent bien que vous auriez envie de débattre plus longtemps, mais les emplois du temps étant ce qu'ils sont. Je suis présidente du conseil régional. Monsieur Henri Jean, sous-préfet de Dunkerque,
Monsieur Christian Hutin, député du Nord, Monsieur Vécriette, président de la CUD et maire de Dunkerque. C'est avec plaisir, mesdames, messieurs, pardon. C'est avec plaisir et une certaine fierté qu'au nom des paysannes et paysans bio de la Fédération nationale d'agriculture biologique, je vous accueille aujourd'hui pour notre colloque public. Vous êtes le 3e ministre à participer à l'AG de la FNAB après messieurs Patria et Glavany dans les années 2000, ce qui fait peu. En plus de 30 ans d'existence de la FNAB, mais au moins on comprend que c'est une question de choix. Fait marquant, ironie du sort ou signe prémonitoire, M. Glavany était également venu à notre AG après avoir été sifflé au congrès de la FNSEA. Il aura donc fallu attendre 15 ans pour qu'enfin un ministre de l'Agriculture ose revenir à la rencontre des producteurs bio en s'affranchissant des craintes de représailles du lobby agricole. Signe fort, je l'espère, de reconnaissance de professionnels agricoles, malheureusement encore aujourd'hui, parfois marginalisés, voire ridiculisés, avec des clichés caricaturaux et dogmatiques. Les barbus, avec les sabots, les écolos, etc. Cela dit, je moustachu. Cela dit, maintenant, tout devrait changer puisqu'il semble qu'au regard du Premier ministre, tous les agriculteurs soient des écologistes. Avec plus de 8% d'utilisation de pesticides en plus en 2014 et un rapport qu'il a reçu du député Dominique Potier en fin d'année 2014, rapport qui souligne la nécessité de réduire de 50% les pesticides d'ici 2025, on se demande si le Premier ministre n'est pas victime de brutales pertes de mémoire. Votre venue, Monsieur le ministre, est aussi le signe fort d'une véritable reconnaissance de notre réseau bio, original de par ses deux fonctions assumées. Notre fonction syndicale de représentation des producteurs bio dans toutes les instances publiques, mais aussi notre rôle majeur d'organisme de développement agricole spécialisé, s'appuyant sur 90 structures et plus de 300 salariés partout en France. Au cours des débats qui viennent de se dérouler, nous avons pu mettre en lumière toute l'originalité et l'innovation des actions du réseau bio sur le territoire français, actions qui répondent aux attentes des élus locaux partout en France. Savoir construire ensemble des projets de territoire qui font sortir les différents acteurs de leurs réflexes corporatistes, c'est peut-être là, effectivement, l'avenir d'une France en recherche de repères et qui doit assurer une profonde mutation écologique et sociale. Nous sommes et serons toujours plus ces acteurs de développement territoriaux. Aujourd'hui, nous réaffirmons la nécessité de développer l'agriculture biologique et d'atteindre au moins le doublement des surfaces d'ici fin 2017. Pour cela, nous réaffirmons la nécessité de toujours plus de cohérence dans les politiques publiques. Le programme Ambition Bio, auquel nous avons contribué, prévoit que les aides à la conversion et au maintien en bio soient lisibles et incitatives. Si 2014 vous a fait trébucher, Monsieur le ministre, elle ne sera plus, je l'espère, qu'un mauvais souvenir pour tout le monde, quand chaque paysanne et paysan aura touché son dû sans démarche administrative supplémentaire. Nous devrons repartir sur des bases solides sur la période 2015-2020. La régionalisation des aides ne doit pas empêcher un minimum de sens collectif à ces aides payées par les contribuables français et européens. Nous devons avoir les deux systèmes, les aides à la conversion pour accompagner les productrices et producteurs conventionnels au changement de leur système et des rémunérations à la reconnaissance des services environnementaux et sociaux de la bio pour tous les productrices et producteurs bio certifiés. Ces aides doivent être accessibles à tous, dans toutes les régions. Elles doivent permettre de rémunérer les services que nous rendons dans l'intérêt général, à savoir la protection de l'eau, la réduction des gaz à effet de serre, la protection de la biodiversité cultivée et sauvage, l'entretien et le développement des infrastructures écologiques, etc., la protection du citoyen de la pollution de l'air par les pesticides, la création d'emplois non délocalisables, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, et la fourniture de produits de haute qualité nutritionnelle et gustative. Il faut donc garantir ces aides et les budgétiser. Et aujourd'hui, nous savons que les 160 millions d'euros ne suffisent pas pour le doublement des surfaces en bio d'ici 2017 et la reconnaissance des producteurs bio en place. Il faut aussi une moralisation des aides pour toute l'agriculture et cela peut se traduire par la dégressivité des aides, nous sommes d'accord avec vous, Monsieur le Ministre,
dégressivité des aides à la surface et une bonification à l'UTH sur les fermes. Il faut aussi de la cohérence avec le reste de la PAC. L'agriculture biologique est le système agricole le plus abouti de l'agroécologie, viable, et ce, quelle que soit la taille de la ferme. Ce n'est pas parce que certains ont moins de 10 vaches allaitantes et 50 brebis qu'ils ne sont pas des agriculteurs. Je dirais même que c'est parce qu'ils sommes en bio et que nous avons besoin de structures diversifiées et de la présence d'animaux en nombre adapté à la surface des fermes et non pas à un cadre agricole dogmatique. Sortir du champ des aides, ces petites structures, est une aberration économique et sociale et sera dommageable à des centaines de fermes bio en France. La compétitivité agricole de notre pays doit se mesurer évidemment par la performance économique, mais aussi par la performance sociale et environnementale. Il faut parler de compétitivité plurielle. Tout autre discours ne sert que l'intérêt de quelques-uns. L'agriculture de demain sera celle qui sera en capacité de répondre d'abord aux attentes sociétales et non aux lobbies agrochimiques et de l'agroalimentaire. L'agriculture de demain sera celle qui sera en capacité de résister aux aléas économiques et climatiques et qui sera donc la plus autonome des marchés mondiaux en termes d'approvisionnement, amendement, pétrole, aliments, la plus autonome en termes de production protéique et fourragère, la plus diversifiée dans ses productions avec une complémentarité entre production animale et végétale, la plus diversifiée dans ses circuits de commercialisation. L'agriculture de demain devra aussi construire de nouvelles filières, oui, monsieur Messine, nous sommes d'accord, plus équitables, plus territorialisées. Elle devra aussi être en capacité de répondre aux attentes des jeunes qui veulent travailler dans un environnement professionnel et social dont ils sont fiers. Et la gouvernance des PAI doit être concrètement et réellement ouverte et plurielle, comme c'est prévu par la loi d'avenir. L'agriculture biologique a bon nombre de ses atouts de compétitivité plurielle et doit continuer à être en démarche de progrès permanente. Elle doit pouvoir compter sur le nouveau programme Ecophyto pour proposer ses transferts de pratiques, mais aussi pour poursuivre ses programmes de recherche et d'expérimentation. Il faudra toujours trouver plus d'alternatives aux produits chimiques et l'INRA doit investir davantage dans la recherche en bio. Comme vous le soulignez souvent, l'agriculture biologique doit se développer en garantissant un prix rémunérateur aux producteurs. Cela fait d'ailleurs partie intégrante des fondamentaux internationaux de l'agriculture biologique. Je cite, de la part d'IFOAM, « Ceux qui sont engagés dans l'agriculture biologique devraient entretenir et cultiver des relations humaines d'une manière qui assure l'équité à tous les niveaux et pour tous les acteurs, producteurs, salariés agricoles, préparateurs, transformateurs, distributeurs, commerçants et consommateurs. » Pourtant, être solidaire et équitable ne se décrète pas. C'est le résultat d'un travail permanent de coopération entre les acteurs de la filière pris dans un sens large, incluant les consommateurs, citoyens et les collectivités. En ce sens, la volonté des producteurs bio du réseau FNAM est bien de construire et d'organiser des filières au service de la relocalisation de l'économie et l'équité des échanges. Il faut œuvrer pour une nouvelle économie bio, accompagnant le changement d'échelle de la bio non réductible à un rapport inégal de marché. Et pour cela, nous avons notamment besoin, de retrouver toutes les contributions volontaires obligatoires versées par les producteurs bio dans les interprofessions conventionnelles. Aujourd'hui, nous ne voulons plus financer les campagnes de promotion de l'agriculture chimique. L'enjeu de la bio est évidemment aussi européen. Les paysannes et paysans bio sont beaucoup investis sur le sujet de la révision de la réglementation bio. Nous comptons sur vous pour porter les positions françaises qui permettent le développement d'une bio européenne de qualité. Pour finir et pour marquer votre venue à l'AG, Monsieur le Ministre, je souhaite vous offrir notre badge. Qui identifie notre réseau non affilié à un parti politique, mais qui réunit tous ceux et celles qui veulent engager la transition écologique des territoires par le développement de la bio. Libre à vous de vous associer à notre projet. Oh
conversion. Un kit de conversion pour les producteurs que vous pourrez donner lors de vos déplacements sur des fermes conventionnelles. Vous trouverez à l'intérieur quelques actions exemplaires de notre réseau en termes d'accompagnement des producteurs dans les différentes régions. Sensibilisation, élaboration et diffusion de références, formation, c'est le quotidien de nos structures départementales et régionales, qui se fait parfois en partenariat, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les chambres d'agriculture. Pas assez souvent, malheureusement, et pas partout. Vous le savez, nous aurions souhaité signer une convention nationale avec la PCA, mais n'avons pas eu à ce jour de réponse positive de la part du président de la PCA, Guy Vasseur. Que craint-il? Que cherche-t-il à protéger? Nous pensons que l'intérêt des agriculteurs est de trouver les synergies nécessaires entre réseaux à l'heure où les moyens disponibles se font rares. Enfin, je souhaite vous offrir un kit de conversion pour les différents ministères. Cela vous permettra à la fois d'être porte-parole du gouvernement, mais aussi porte-parole au gouvernement. Il faut faire des actions interministérielles et l'introduction de produits bio dans les hôpitaux, les restaurants administratifs, les prisons ou l'armée devrait être une action interministérielle forte. Où sont les 20% des restaurations collectives d'État auxquelles le président de la République s'est engagé? Vous avez diffusé un guide pour l'élaboration des appels d'offres de commandes publiques. Il faut maintenant concrétiser par des achats pour atteindre ces 20% de produits bio. Les 23 plateformes d'approvisionnement de notre réseau sont prêtes et attendent les commandes. Depuis les années 2000, nous avons acquis de l'expertise dans ce domaine et sommes prêts à la mettre à disposition de toutes les bonnes volontés qui sont nombreuses mais qui manquent d'accompagnement pour lancer la démarche. C'est ce que nous avons commencé d'ailleurs à faire avec le restaurant du personnel de l'Élysée. Comme vous le voyez, Monsieur le Ministre, nous sommes volontaires, dynamiques, innovants. Il vous appartient de reconnaître notre réseau à sa juste valeur et de faire vraiment évoluer la gouvernance de l'agriculture. Il vous appartient aussi, Monsieur le Ministre, de redonner du sens à l'acte même de se nourrir à 60 millions de citoyens français. C'est ce que nous faisons chaque jour, Monsieur le Ministre, en mettant l'homme et la nature au cœur des projets de chacune de nos vies. Merci. Vous avez raison d'applaudir, parce que je sais qu'à la fin de mon discours, vous aurez moins d'enthousiasme. Faites-le, ça sera ça de fait. Moi, je voudrais d'abord vous dire que si je suis venu, c'est pas parce que j'aurais d'abord quelques craintes que ce soit vis-à-vis de quelques lobbies que ce soit. Moi, j'ai jamais été influencé, ni mis sous la pression de lobbies. Je suis un ministre de l'Agriculture qui prend l'agriculture et qui la trouve en arrivant comme elle est. J'essaye de la faire évoluer. J'essaye de respecter tout le monde, mais d'avoir mes convictions et de les défendre. Et de faire avancer les choses, je l'ai dit tout à l'heure, avec un projet de moyen et long terme. Vous avez évoqué tout à l'heure les questions liées en particulier à la région Pas-de-Calais sur le développement avec les systèmes reefing, les logiques de réseau. Ce sont des sujets qui aujourd'hui méritent de la structuration, de l'encouragement, parce qu'on a derrière tout ça des possibilités d'autonomie au niveau énergétique, on a derrière tout ça des possibilités d'autonomie en termes alimentaires qui sont parfaitement cohérentes avec l'objectif global de l'agroécologie. Si je suis venu, je pensais être sifflé, ça a failli d'ailleurs, je crois qu'il y en a quelques-uns qui étaient tentés, il ne faut surtout pas, j'ai l'habitude maintenant, et si je comprends bien, ça est déjà arrivé à d'autres. Donc, c'est pas de la com. Et vu ce que j'ai entendu sur moi, après ce qui s'est passé en 2014 sur les aides, que j'étais là pour tuer l'agriculture biologique, que j'étais là pour remettre en cause le modèle de l'agriculture biologique, quand j'ai vu les émissions de télé qui faisaient passer des agriculteurs bio, des leaders de l'agriculture biologique, dire des choses, mais vraiment désagréables. Moi, on n'est jamais venu m'interroger, hein. C'est-à-dire le politique, quand ça va bien, on n'en parle pas, et quand ça va mal, on lui tape dessus.
Et là, j'en ai pris pour mon grade. Alors qu'au fond, tout le monde sait que moi, j'ai pas changé. C'est pas parce qu'il y a eu le problème en 2014, parce qu'il y a eu... on est passé de 90 millions à 104 millions en 2013 et en 2014. Et qu'en 2014, il y a eu un dépassement qui a conduit automatiquement à ce qu'ils appellent, dans leur jargon technocratique, le stabilisateur, que je me suis retrouvé, moi, accusé d'être celui qui était le fossoyeur de l'agriculture biologique. Parce que dans ces débats politiques, l'homme politique ou la femme, il y en a qui revendiquent, et Stéphanie sait le faire, des convictions. Et moi, j'en aurais pas. J'aurais rien, moi, dans mon histoire qui permettrait aussi de temps en temps de me regarder autrement que parce que je suis ministre de l'Agriculture aujourd'hui. J'aurais pas été de ceux qui, après le remembrement chez moi à Longnes, en 1979, a été à l'origine d'une restructuration du bocage, tout seul. J'ai pas été dans tous les combats que j'ai menés, que ce soit au niveau départemental, régional ou au niveau européen, quelqu'un qui a défendu une ligne, toujours la même, dans laquelle s'inscrivait parfaitement l'agriculture biologique. Alors moi je suis venu aussi aujourd'hui pour défendre un peu de temps en temps l'honneur de ceux qui font de la politique, de ceux qui assument des responsabilités pour tous les autres. C'est un choix qu'on a fait. Et rappeler les faits. Parce que moi, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, je la soutiens. Quand il a fallu faire des arbitrages sur le CASDAR, si je regarde les chiffres, pour qu'on soit objectif au moins, parce que si on siffle, il faut qu'on sache pourquoi. Quand le CASDAR offrait à la FNAB à peine 3 à 400 000 euros, moi j'ai fait passer le soutien du CASDAR à 700 000 euros. Quand je suis arrivé en 2012, le budget pour l'agriculture biologique, il faudra que je rappelle 10 fois, 20 fois, et surtout à la presse, et en particulier au service public, j'ai essayé de le dire, on ne m'a jamais repris. Je suis arrivé, c'était 90 millions d'euros. En 2013, on a fait monter le budget à 104 millions d'euros. En 2014, il était resté à 104 millions d'euros. Erreur, parce que la conversion avait été plus forte, et le basculement de ceux qui étaient convertis vers le maintien plus fort que ce qui était prévu. Résultat, le problème qu'on a connu, qu'on a réglé et qu'on va régler, à la fois avec le crédit d'impôt et des aides spécifiques. Et c'était nécessaire. Moi, ce que j'accepte pas, c'est le procès qui a été fait. 90 millions, 104 millions, et pour 2015, 2016, 2017, 160 millions. Alors moi, je suis le fossoyeur de l'agriculture biologique. Moi, je suis celui qui ministre, parce qu'il y a eu un problème technique que j'assume, j'aurais eu la volonté de remettre en cause l'agriculture biologique. Mais je suis prêt à discuter, hein, et à regarder, et à comparer ce que j'ai fait et ce que je ferai pour l'agriculture biologique. Quand le projet de l'agroécologie, je l'ai lancé, on a commencé par un plan Ambition Bio. Et je savais que dans cette stratégie, qui avait été celle du Grenelle, du doublement des surfaces, il y avait un manque. C'était simplement de considérer que le développement de la bio passait par l'augmentation des surfaces. Ce qui est quand même faible. Parce que l'objectif pour une filière, quelle qu'elle soit, c'est développer sa production, mais assurer le développement économique, la viabilité, les revenus, ça a été dit, de ceux qui produisent, de ceux qui travaillent. Et ça nécessite une cohérence entre le développement de la production, sa transformation et sa commercialisation. Et c'est pour ça que sur les projets là, qui sont en cours, et en particulier sur la mise en œuvre des, comment vous appelez ça, le pôle conversion, il faut qu'on ait des pôles conversion dans chaque région. Je pense que ça c'est important. Parce que ça permet de créer des dynamiques, des échanges. Et ça me paraît être un sujet sur lequel on peut tout à fait se retrouver et développer des stratégies communes, parce que ça me paraît être un élément de dialogue, et je le disais tout à l'heure, et vous l'avez dit, d'énergie qui permettent de diffuser un modèle, une négociation, une discussion. Et je suis là-dessus tout à fait d'accord pour regarder et pour faire passer le message au draft après cette discussion, pour faire en sorte qu'il y ait des pôles conversion qui se mettent en place dans les régions. Je pense que c'est une bonne idée. On est arrivé en 3e position au niveau européen des surfaces en agriculture biologique, devant l'Allemagne maintenant, loin derrière l'Espagne et l'Italie, mais qui ont en surface bio des grandes surfaces d'oliviers, ce qui mériterait donc qu'on compare vraiment, hein, en termes qualitatifs, on n'est pas tout à fait à l'hectare brut dans la même comparaison. Donc on progresse, on a dépassé la barre des 1 million d'hectares, on a fait plus de 100 000 hectares
un peu moins de 2 ans. Donc il faut qu'on continue sur cette dynamique. Et ça passe, en particulier dans les régions où la surface agricole utile est faible. Et quand je dis faible, pratiquement inexistante, parce que quand on est à 0,5 et 1, il faut qu'on ait là un contrat, mais c'est les régions qui sont autorités de gestion maintenant, pour augmenter cette surface. On ne passera pas de 0,5 à 10, mais on doit pouvoir passer de 0,5 à 2, à 3, à 4, ce qui serait quand même l'objectif majeur. Et qui, en termes de surface, je vous le dis, pour le doublement, aurait encore beaucoup plus d'impact que ce qu'on pourrait gagner sur des régions où on a des surfaces agricoles utiles qui sont déjà extrêmement importantes. Donc là, on a un engagement commun à prendre. Et dans les débats qui viendront pour des élections régionales, il faut que ça fasse partie du débat. Parce que, je le dis en plus, en particulier dans les zones de céréales, on a besoin de céréales bio. Parce que là, le débouché, il y est. La meunerie en a besoin. Elle en cherche. Mais c'est quand même catastrophique qu'on ne soit pas capable de répondre à cette demande nationale. Et en particulier dans le Grand Nord-Pas-de-Calais, où ça peut être très utile pour conforter ce qu'on disait tout à l'heure, des logiques d'agriculture au niveau local, les autres étant aussi locales, mais ça peut être très utile pour des agriculteurs d'avoir ce débouché, de s'organiser pour atteindre cet objectif et surtout répondre, je le rappelle, à ce besoin. Il existe, il n'y a aucune raison de le remettre en cause. On a aussi, je voulais vous en dire 2 mots, le débat au niveau européen sur le règlement bio, hein, pas un sujet facile à chaque fois qu'il faut harmoniser les choses à l'échelle européenne. Et sur ce débat-là, on est au milieu du gué. On a un débat qui s'est engagé sur plusieurs points, qui a abouti sur le maintien des dispositions de contrôle dans le règlement bio, sur les possibilités de la mixité des cultures, parce que c'est un sujet qui était beaucoup soulevé par beaucoup de pays, sur la clarification des règles sur l'importation et sur la diminution du nombre d'actes délégués. Actes délégués, c'est quand la Commission prend elle-même et toute seule les décisions pour tout le monde. Il nous reste 2 points, et qui correspondent d'ailleurs au débat que vous avez souvent, c'est le maintien du principe du contrôle annuel. Tous les États ne sont pas d'accord, et moi je suis pour. Et puis la question du traitement de la présence des résidus dans les substances non autorisées pour les produits biologiques. Sujet qui fait débat, parce que certains voudraient glisser des produits sur lesquels la France, sur ce sujet, reste sur la position que j'ai toujours indiquée. Les produits bio doivent être définis comme ils sont définis aujourd'hui. Certains veulent que ça change, je pense qu'il faut qu'on soit clair sur ce sujet, mais là, on est 2 points sur lesquels il y a des gros débats. Et avec des pays comme l'Allemagne, souvent considéré comme un grand pays qui peut faire de l'agriculture bio, qui ne sont pas sur la ligne de la France. Et il va falloir qu'on trouve un accord là-dessus. Parce que je pense que c'est un enjeu, bien sûr qu'il faut harmoniser. Hein, parce qu'à l'échelle européenne, on ne peut pas avoir des agricultures qui se revendiquent de la bio avec des contraintes ou des normes qui soient beaucoup plus faibles que d'autres. Parce que sinon, c'est tout le monde qui y perd. Et donc là-dessus, on est vigilant, il faut qu'on aboutisse. Mais en même temps, il faut qu'on reste extrêmement pragmatique et vigilant sur ce règlement qui est en cours de négociation. Et ça, je tenais à vous le dire, et c'est important. Sur la grande question conversion-maintien, je l'ai déjà évoqué un peu, mais là-dessus, il faut qu'on trouve la solution, elle existe. Les moyens à 160 millions, les évaluations qu'on va faire, on fera une réunion spécifique sur le plan ambition bio et sur l'agriculture bio en septembre, une fois que les déclarations seront faites. Parce qu'il faut qu'on soit en capacité d'évaluer le besoin, qu'est-ce qui est en train de se passer, puisque là on a été un peu dépassé en 2014, donc il faut qu'on soit capable de l'évaluer pour pouvoir anticiper et mettre les moyens qui vont avec. Je pense qu'on a, avec les 160 millions sur les 3 ans qui viennent, au-delà même de ce qui se passera en 2017, il y aura pour 2017 la garantie du budget. Après, chacun pourra réfléchir pour la suite. Et là, il faut qu'on ait ce rendez-vous en septembre pour qu'on fasse une vraie évaluation de l'ensemble des dispositions, des conversions et des potentialités de conversion, en particulier dans les régions où il y a justement un besoin de conversion, et de la question, à partir de là, parce que plus on convertit, plus derrière il y a des aides au maintien. Vous avez évoqué la question de la dégressivité ou du plafonnement. Moi j'évoque les deux. J'ai toujours été partisan plutôt de la dégressivité que le plafonnement. Et je ne vous dis pas, hein, avec José Bové, ce que ça donnait comme discussion. Hein. Moustachu, lui aussi. Et écolo, oui. Toujours été pour le plafonnement. Je dis, non. L'effet de seuil que ça fait, c'est pas le sujet. On peut redistribuer en étant dégressif. Alors si sur ce sujet, on doit avoir des discussions,
parce que ça va être avec les régions que ça va se mettre en place. Moi je sais que dans les Pays de la Loire, ils m'ont demandé sur les MAE et sur le maintien de plafonnement, au nom de la tradition qu'on connaît bien dans les Pays de la Loire, sur ces questions. Moi je suis prêt à discuter, hein. Dégressivité, plafonnement. Quand j'ai fait le paiement redistributif sur les premiers hectares, c'était la logique de la dégressivité, parce qu'elle est bien plus intelligente que celle du plafonnement qui fait des effets de seuil terribles. Vous mettez... Et en termes de redistribution, c'est pas meilleur. Donc moi, je suis prêt à discuter. Et d'ailleurs, la Commission européenne, je vous le dis au passage, elle est plutôt, elle, à défendre la dégressivité que le plafonnement. Oui, mais justement parce que elle est toujours sur cette logique, tous les hectares doivent pouvoir être primés. Hein, puisque c'était le découplage des aides, c'est toujours la même logique. Et donc, si vous nous dites que vous primez tous les hectares, mais qu'en même temps, vous faites de la dégressivité, ça on accepte. Alors que jusqu'ici, ils étaient contre le plafonnement. Mais nous, on fera l'un ou l'autre, en fonction des choix. Pas de problème là-dessus. Et ça mérite une vraie discussion. Parce que là, on peut s'ajuster après. Hein. Il y a quand même des choses à regarder. Et ça peut permettre de régler un certain nombre de sujets. Et je le répète, derrière aussi, il y a les MAE. Il n'y a aucune raison, si c'est disponible, je pense en particulier à tous les sujets liés à ce que vous évoquiez sur le captage de l'eau. On passe un contrat, mettez en place un groupement d'intérêt économique et environnemental. Les contrats peuvent être passés avec les collectivités locales. Ensuite, derrière ça, on met en place l'éco-phyto, mais sur la base d'une MAE, l'agriculture biologique va bien plus loin que la MAE. Mais l'argent disponible par la MAE, ça serait complètement ridicule de ne pas l'utiliser. Je pense en particulier, si on s'organise sur des groupements d'intérêt économique autour de 800, 900, 1000 hectares pour protéger une zone de captage, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il faut qu'on en discute de ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Et c'est disponible. On ne va pas s'embêter non plus. Hein. Et je le dis pour toutes les collectivités, monsieur le maire en particulier, ici ou ailleurs. Quand je pense aussi au débat qu'on a sur l'intercommunalité, ici, les waterlines, là, ou les canaux, là. Vrai sujet. Ça fait 600 ans ou 700 ans que ça fonctionne. C'était sophistiqué. Monsieur le sous-préfet en faisait le détail technique. J'ai compris que depuis qu'il était là, il était devenu un spécialiste des waterlines. Bon. Ben là aussi, hein, un GI2E pour organiser tout ça. Hein, puisque ça va passer sous la responsabilité de l'intercommunalité. Il y a des choses à faire. On peut contractualiser. C'est ce que je te disais. S'il y a quelque chose qu'il faut financer, c'est l'animation. Parce que ça, c'est essentiel. Celui qui est agriculteur et producteur ne peut pas passer son temps non plus à... Les responsables syndicaux le savent bien, il faut qu'ils trouvent des remplacements. Donc, si on est sur des GI2E avec des ambitions fortes, il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Et ça, c'est très important. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire, parce que le sous-préfet qui, après m'avoir parlé des trains, me fait attention, monsieur le ministre, le train. Je voulais vous dire que moi, je soutiens l'agriculture biologique. Si je suis venu ici, c'est pour le dire de manière très claire. Je n'ai pas à avoir de procès comme il a été fait sur des idées absurdes qui ont été développées. Moi, je veux que ça se développe. On a une stratégie ensemble. La FNAB est reconnue maintenant au CNOS. C'est une ONVAR. On a intégré la FNAB comme un interlocuteur et un partenaire. Je l'ai dit, sur le financement, on a aussi fait les efforts. Donc maintenant, il faut simplement un minimum se faire confiance. Un minimum. Moi, je ne vous demande pas d'adhérer à tout ce que je fais. Et à tout ce que je dis, surtout pas. Parce que comme je dis beaucoup de bêtises, c'est vrai. Mais moi, je vous dis simplement la chose suivante. Quand on est à l'échelle d'un pays, quand on a une ambition, et je l'entendais dans le discours de Stéphanie, qui porte sur beaucoup de sujets, il faut qu'on soit capable quand même de faire un minimum confiance. Et quand il y a des outils qui sont disponibles, il n'y a pas d'a priori à avoir. Il y a à créer une dynamique, à faire en sorte qu'on avance. Qu'on avance ensemble parce que dans ce débat, la production biologique, l'alimentation biologique, elle a des débouchés, elle existe et les consommateurs le souhaitent. Et sur les cantines, il faut qu'on poursuive le travail qui est engagé. Et là-dessus, il faut qu'on aille de manière cohérente et surtout de manière respectueuse et avec cette idée qu'on peut quand même avoir cette confiance mutuelle. On n'est pas d'accord sur tout, mais on doit avoir cette confiance parce qu'il y va de l'intérêt général. C'est surtout ça qui est important. L'intérêt général et celui de l'agriculture biologique, les deux vont de pair. Merci.